On espère que vous allez bien et que vous avez le moral. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, sur RTI 1. Suite et fin aujourd'hui de l'histoire de Madame Marie-Pierre Bousquet, qui a retrouvé son père à 45 piges suite à plusieurs tentatives infructueuses et au terme d'une longue quête. Avec Cassandra, on évoquera dans la seconde partie de cette émission cinéma et Corona. Bienvenue à tous dans C'est Midi, l'émission qui raconte vos histoires. Toutes vos histoires, avec tout d'abord quelques détails sur notre témoin sous la plume de Marie-Ange Emiem et la voix de Nafi Touré. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit une adulte ayant connu une carence affective. Née dans le sud-ouest de la France, dans le Périgord, Marie-Pierre Bousquet est une franco-ivoirienne âgée de 48 ans. Mariée et mère de 2 enfants, Marie-Pierre fait tout son parcours académique en France. Titulaire d'un BTS force de vente, elle effectue plusieurs boulots avant de tenter une aventure sur Abidjan. Elle réussit à ouvrir le premier magasin spécialisé en literie d'Afrique de l'Ouest. Marie-Pierre jouit de 25 années d'expérience dans le mobilier, la décoration et dans l'agencement. C'est en 2014 qu'elle est poussée par ses origines et découvre la Côte d'Ivoire. Mais elle était loin de s'imaginer que cette décision allait être celle de sa vie, de la découverte de sa véritable identité. J'ai connu mon père biologique à 45 ans. Elle nous dévoile tout sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Aunin. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Tout à fait, forcément en très bonne forme. Madame Marie-Pierre Bousquet nous rejoint en plateau. Bonjour. Comme hier, nous allons vous offrir quelques applaudissements. C'est bizarre quand même. Madame Marie-Pierre Bousquet, il se sont passés pas mal de choses sur votre itinéraire à la recherche de votre père. Le statu quo de maman à ce sujet, puisqu'il y avait eu une séparation assez difficile, de nombreuses tentatives sans succès. Vous aviez essayé de contacter des émissions en France, également la gendarmerie, le consulat, et tout ça n'a rien produit. Il fallait attendre 2014, quand vous avez mis le pied en Côte d'Ivoire, et puis 4 ans après, par un concours de circonstances, pour évoquer ou encore rencontrer, disons déjà par appel WhatsApp vidéo. Votre père, ça a été un moment émouvant, vous nous en avez parlé hier, et on a juste eu le sentiment, le besoin de ramener cet extrait pour nos chers téléspectateurs qui nous contactent maintenant. Le coup de fil est lancé, revenons sur l'instant. Oui, je le sens ému. Bon, après, c'est un monsieur, c'est un papa, donc c'est un homme. C'est même le vieux ici qu'on appelle, donc en fait, il a quand même une certaine position à tenir. Mais je sens beaucoup d'émotion dans sa voix. Et moi, par contre, oui, j'ai les larmes aux yeux, je regarde sous toutes les coutures parce que ça y est, j'ai enfin l'image. Ça, c'est au téléphone, hein? C'est au téléphone, mais c'est WhatsApp. Ah oui, c'était un appel WhatsApp. Un appel vidéo. Un appel vidéo, donc là, c'est merci la technologie. C'est top. Voilà, donc on se voit et là, waouh, c'est incroyable. Alors là, j'ai mes tantes, j'ai tout le monde dans la maison, ça chante, ça... Il y a les youyou. Voilà, ça c'était hier. Voilà. Il y avait eu beaucoup d'émotions partagées voilà, sur ce plateau avec vous. Alors là, on va poursuivre cette histoire. Avant de le faire, je voudrais vous présenter Cassandra, parce que hier, vous avez rencontré Paulus, docteur Philo, j'en vois aussi un bonjour. Ouais. Cassandra, avec vous, on parle de cinéma aujourd'hui. Voilà, donc Cassandra qui fait partie de l'équipe et qui nous a ramené du bon bleu et du beau bleu d'ailleurs. Allez, Madame Bousquet, juste après cet épisode, 10 jours après, vous prenez l'avion, direction Paris pour rencontrer votre père. Mais avant, quelle va être l'ambiance dans votre tête? Parce que c'était un moment dont vous avez rêvé depuis des années, il faut le dire. Oui, donc j'étais un peu sur une autre planète, sur un nuage. Je ne savais vraiment plus où j'étais, qui j'étais justement, parce que c'est une émotion intense. Je rêvais la rencontre, en même temps j'essayais de ne pas trop me projeter. Et puis je crois que j'ai pas trop mangé, pas trop dormi. Pendant ces 10 jours, ça a été assez long. Voilà. il y avait une telle excitation. Ouais, ouais. Est-ce que vous faisiez des petits films sur ce qui pourrait se passer lorsque vous le rencontreriez, votre père, enfin? Oui. Oui, je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse, s'il fallait que je l'embrasse, s'il fallait que je lui serre la main, s'il fallait que je ne savais pas quoi faire. Voilà. Mais ça s'est fait en se voyant, voilà.
Tout à fait. Mais pas si rapidement, parce qu'il a fallu déjà prendre l'avion, faire le voyage, faire le Voilà, il a déplacement. fallu que je rentre sur la France. Je suis rentrée chez moi. J'ai expliqué à mes garçons que j'allais retrouver mon père. Et voilà. Et puis j'ai repris l'avion dans l'autre sens pour pouvoir monter sur Paris. On avait tout calé, les horaires et tout, puisque c'est un monsieur qui a un certain âge aujourd'hui et il fallait quand même avoir des horaires et respecter quelques formalités. Enfin, en fait, oui, je vous dis l'avion, mais non, en fait, je suis montée en voiture avec des amis d'Abidjan. Fanny et Bernard, je les remercie, qui ont absolument souhaité m'amener jusqu'à Paris. Ils sont venus chez moi en France et ils m'ont monté jusqu'à Paris. Donc du coup, tout le long du voyage, c'était tranquille, j'étais assez zen. Mais 1 heure avant d'arriver à Paris, je crois que j'étais plus moi-même. On imagine bien. Alors, la rencontre avec papa, j'imagine que c'est toute une électricité. Ouais. C'était. Dans quelles circonstances tout s'est passé? Alors je l'ai rencontré, on m'a déposé à un point de Paris, je suis allée en métro jusqu'à son point d'habitation et là il était tellement impatient qu'on s'est vu pour la première fois sur le métro, sur le quai du métro et je ne savais pas quoi faire et donc il m'impressionnait donc je lui ai serré la main et je lui ai dit bonjour monsieur. Parce que c'était... Ah, mais bonjour monsieur. Voilà. Et comment il a répondu? Bonjour ma fille. Bonjour ma fille. Ah, tiens, et du coup... je l'ai suivi après. Et bon, comme je suis assez pudique, je sais aussi que c'est je vous dis, un ancien, voilà, et qu'il a ses origines font qu'il est quand même droit dans ses bottes. Alors, j'osais pas trop faire d'élan affectif. Donc, en fait, on est remonté à la surface et on est allé dans un café pour prendre une collation. Et je faisais que le regarder. Voilà, des pieds à la tête tout le temps, savoir si ses mains, si ses bras, si son visage, du coin de l'œil, si je lui ressemblais. Voilà. Alors, au-delà juste de la poignée de main, est-ce qu'il y a eu au moins des accolades? Non. Et donc, comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez le fait que vous n'êtes pas parvenu à au moins vous faire un hug? Mais parce qu'on ne se connaît pas. Moi, quand je ne connais pas quelqu'un, je ne l'enlace pas tout de suite. Et puis c'était le respect du père aussi. Enfin, je veux dire, voilà, je sais que, vous savez, ça fait maintenant 5 ans que je vis ici. Mais généralement, à ces moments-là, les notions de respect, franchement, ça s'envole un peu. C'est des retrouvailles. C'est un moment que vous avez attendu pendant plus de 40 ans. 45 ans après. Ouais, mais c'est l'amour qui parle à ce moment-là. Ouais, enfin, on le pense bien. Ouais, ou qui devrait parler. Ouais, qui devrait. Alors, c'est pas que ça parle pas, mais c'est qu'on ne sait pas. On m'avait dit aussi que c'était quelqu'un de très pudique, donc je respectais ça aussi. On m'avait bien expliqué, mes tantes, ma soeur m'avaient expliqué que c'était quelqu'un de... Embrasser son père qu'on recherchait durant toutes ces années-là, ça n'a rien de contraire à la pudeur. J'ai pas osé. J'ai vraiment pas osé. Et surtout quand on sait que c'est quelqu'un qui vient de la région de Gagnoa et quand on sait que chez nous, en pays bêté, les retrouvailles comme ça se célèbre. Parfois même on met le pagne à terre, la fille marche dessus et puis bon, ça me surprend quand même. Ok, dans le métro. Dans le métro. C'est chez eux là-bas, nous on fait non encore quel métro? Alors, on voudrait savoir, après la poignée de main, vous partez, vous échangez, et pendant les premiers échanges, qu'est-ce qui vous traversait l'esprit? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire à ce moment-là? Parce que, bon, c'est vrai que vous n'avez pas eu l'occasion de faire une accolade, mais il y a certainement des choses qui vous passaient par la tête. Oui, justement, le fait de le regarder sous tous les angles pour voir si mes tantes avaient raison et à qui je ressemblais vraiment. Donc ça, c'était important pour moi. Je vous dis, ses mains, tout était important pour moi, mais du coin de l'œil toujours. Parce que, voilà, et après, je l'ai écouté. J'ai écouté le son de sa voix aussi, que je ne connaissais pas. Donc le son de sa voix, et je l'ai écouté. On a pris un verre, on a dîné après ensemble, et je l'ai écouté, et il m'a commencé à me donner quelques explications sur un peu ce qu'il était et surtout le pourquoi. D'accord. Voilà. Est-ce que votre père, est-ce qu'il a évoqué avec vous sa version? Parce qu'on sait très bien qu'il y a eu quand même une raison à tout ce qui s'était passé entre lui et votre maman. Est-ce qu'il vous a donné sa version sur les causes de la séparation avec votre mère? Oui, je pense qu'il n'avait pas vraiment prévu mon arrivée.
Donc c'était pas, voilà, c'est dans un couple, il faut être deux à désirer un enfant. Si l'un le sait pas et l'autre le sait, à un moment donné, c'est pas facile. Donc voilà, donc je pense qu'après, il a préféré couper court, mais pas couper court à cause de moi, c'est couper court parce que la relation entre deux était vraiment pas possible. Donc du coup, il a préféré partir et puis après, il a continué sa vie, voilà. D'accord. Alors, de dîner avec son père qu'on a recherché pendant plus de 4 décennies, ça va être forcément un dîner chargé parce qu'on a beaucoup de choses à partager, j'imagine. Donc, quel était le contenu de vos échanges autour de la table ce soir-là, soir des retrouvailles? Déjà, je l'ai beaucoup écouté. Et puis, c'est vrai. Et de quoi parlait-il? Il parlait de Gagnoa. Il parlait de son village, de sa famille, de ses racines, de sa mère et de sa grand-mère dont il était proche. Donc il m'a parlé de tout ça, il était fier que je sois sur le sol ivoirien, il était fier que je connaisse des endroits qu'il connaît, que ce soit Yopougon, que ce soit Treichville, que ce soit, voilà, il était fier de ça. Parce qu'il ne pensait pas ça, il ne pensait pas qu'un jour sa fille viendrait lui parler de la Côte d'Ivoire. Et après, il a voulu aussi savoir un petit peu quelle était ma vie et comment se passait ma vie de famille. C'était important pour lui aussi. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il vous a, par exemple, est-ce qu'il s'est confié sur le fait, peut-être à un moment donné, de vouloir entrer en contact avec vous durant toutes ces années-là? Je crois qu'il... Non, alors déjà, il ne s'est pas trop confié sur ça. Et je pense vraiment qu'il n'était pas à l'aise avec cette situation. Et qu'est-ce qu'il a pensé de votre démarche? Il en a, je pense, été très heureux parce que lui, il ne l'aurait pas faite, cette démarche. Mais c'est vrai qu'étant, je vous ai dit qu'il était très religieux. Et donc, c'est vrai que la foi l'a beaucoup aidé à sauter le pas et à dire je vais rencontrer, si ma fille veut me voir, je vais la rencontrer, je vais dépasser tous les a priori que je peux avoir et j'y vais et on verra bien ce que ça donne. Y a-t-il des choses dans l'échange avec votre père que vous avez appris et qui vous ont beaucoup touché? Des confidences particulières? Des confidences particulières. Une seule en passant? Alors, pas trop, si vous voulez, la chose qui m'a le plus touchée, c'est peut-être qu'il m'a dit oui, on me dit que tu me ressembles, donc je pense que c'est vraiment vrai et que du coup, c'est vraiment ma fille et il m'a donné mon prénom ivoirien et pour lui, je m'appelle comme ça parce que pour lui, j'avais un... C'était quoi le prénom? Oui. C'est embêté? C'est... alors, excusez-moi. J'ai oublié votre prénom. C'est l'accent qui vous pose un petit souci. Non, ça va me revenir. D'accord. Ça va me revenir. C'est normal. C'est pas You, c'est pas You. Non. Ça va à Kessi. Hein? Voilà, à Kessi. Akissi? Voilà. C'est vrai, vous êtes sûr? Akissi? Je crois que c'est Kessi. Non, c'est pas très sûr. On va vous embêter avec ça. Je crois que le souvenir n'est pas encore très précis. Je vais revenir. D'accord, ça va revenir. Sur ça parce que je ne sais pas. D'accord. Alors, quelle leçon avez-vous personnellement tiré de tout ça suite à la rencontre avec votre père? Une leçon... de toute cette histoire, toute cette histoire familiale. Voilà, alors dans son histoire aussi, il m'a appris que, donc je le savais déjà un petit peu, que j'avais une sœur. Donc je crois que c'est la plus belle chose qu'il a pu me donner aussi. C'est ma petite sœur. Parce que j'ai jamais eu de petite sœur ou de petit frère après moi. Donc c'est vrai que le jour où j'ai appris que j'avais une sœur, j'étais très heureuse. C'est une jeune femme magnifique aujourd'hui et je suis très fière qu'elle soit ma sœur. Je suis fière d'elle et c'est vrai qu'on n'a pas du tout été élevés ensemble, mais malgré tout, on a des points communs qui font qu'il y a le lien de fraternité est là, existe. Et la filiation est toujours très forte. La filiation est très très forte et je crois que c'est son plus beau cadeau pour moi.
Et le message de tout ça, c'est qu'à aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir fait cette démarche-là. Je suis très heureuse de l'avoir retrouvée, malgré plein de hauts et de bas qui ont fait que je ne pensais pas pouvoir le retrouver un jour. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui est un petit peu fatigué, il a des soucis de santé. Je pense que, comme je vous disais hier, j'ai une étoile. Je pense qu'il y a des esprits saints qui sont là aussi pour moi, parce que je l'aurais rencontré 1 an et demi plus tard. Il aurait été très compliqué pour nous de pouvoir discuter. Et c'est que du bonheur. D'accord, profitez bien. Alors, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez informé votre maman une fois votre père retrouvé? Est-ce que vous l'avez appelé pour dire « Hey maman, bonne nouvelle, j'ai retrouvé papa après toutes ces années » Alors non. Non? Non, c'est mon petit jardin secret. C'est-à-dire que, égoïstement, j'ai recherché mon père pour moi. Je l'ai recherché pour personne d'autre puisque je savais déjà qu'il y avait ce souci entre eux. Et je pense que ce n'est pas la peine de remuer des choses qui ne sont pas spécialement bonnes à entendre, et pour elle et pour mon père aussi. Donc c'est vrai que je ne lui parle pas non plus de ma mère. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose pour moi. D'accord, ok. Au jour d'aujourd'hui, vous l'appelez comment? Alors, au jour d'aujourd'hui, je l'appelle par son prénom. Pour le moment. Son prénom? D'accord, c'est difficile de l'appeler papa. Pour le moment, oui. Pour le moment, c'est difficile parce que j'ai jamais appelé personne comme ça. Donc, j'y vais à tâtons. Je l'ai revu il y a 1 mois avec mes enfants, mon mari et ma soeur. On s'est retrouvés à Paris. Et vos enfants, comment l'appellent-ils, vos enfants? Grand-père. Alors, c'est lui qui a voulu, un jour, ils ont dit papy. Non, c'est grand-père. Voilà. Donc, eux, ils l'appellent grand-père. Et moi, je l'appelle par son prénom. Et mais je sais que j'ai fait la démarche d'être avec lui jusqu'au bout. Donc, si j'ai fait cette démarche-là, peut-être qu'un jour... Oui, et il le comprend que vous l'appelez par son prénom. Oui, justement, sa pudeur et sa compréhension fait que pour lui, il n'y a pas de souci, j'avance comme j'avance. Et vous-même, qu'est-ce que vous ressentez quand vous appelez votre père par son prénom? Qu'est-ce que vous-même, personnellement, vous ressentez? C'est énorme pour moi. Même quand après je parle à mes enfants, je dis mon papa. Je ne dis pas, voilà, quand je parle autour de moi et que je dis tiens, mon père, c'est énorme, c'est drôle. Et c'est vrai que voilà, je ressens une plénitude parce que j'aurais jamais eu à prononcer ces mots il y a quelque temps. D'accord. Madame Marie-Pierre Bousquet, alors retrouver votre papa finalement après toutes ces années d'essais, de tentatives, qu'est-ce que ça vous a apporté sur le plan, je ne dirais pas seulement psychologique, mais personnel, individuel? Qu'est-ce que ça a changé? Plus d'assurance. Je suis plus à l'aise dans mes baskets. Je suis plus sereine aussi. Ici aussi, je trouve que j'ai monté mon entreprise. Je suis arrivée seule ici. J'ai fait 6000 km. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai une légitimité encore plus grande ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne peut pas me dire que je ne suis pas d'ici parce que je suis ici chez moi aussi, grâce à lui. Voilà. Grâce à vos origines retrouvées. Grâce à mes origines retrouvées. Et confirmées aussi. Confirmées, voilà. C'est pour ça que je vous disais hier que je souhaite avoir la nationalité ivoirienne et que j'espère que j'arriverai à l'obtenir parce que c'est vraiment quelque chose qui ne va pas changer grand-chose pour la personne lambda, mais qui pour moi veut dire quelque chose, quoi. Veut dire qu'on m'accepte. Mais déjà, je suis acceptée par tous les gens qui sont avec moi tous les jours. Et puis, il faut vous rappeler de votre prénom, là. Hein, voilà. Et ça va me revenir. Comme ça, on va le mettre sur les papiers. D'accord. Avril 2019, vous avez retrouvé, parce qu'au-delà de la retrouvaille ou des retrouvailles avec votre père en France, vous êtes revus encore en 2019 ici? Oui, on s'est revus sur le sol ivoirien, on s'est revus en avril 2019. Pour la première fois, le père et la fille étaient réunis en Côte d'Ivoire. Sur la terre de leurs origines. Sur la terre de leurs origines, donc ça une émotion intense. J'ai beaucoup pleuré. Vous avez partagé aussi des plats locaux? Oui, on a partagé des plats locaux. Donc moi, j'adore la nourriture ivoirienne, donc il n'y a aucun souci avec ça. Et voilà, c'était un moment très important pour nous.
Voilà. Et voilà, qui maintenant ne se feront justement plus. Donc c'était bien de le faire. Tout à fait. Alors aujourd'hui, comment vous l'accompagnez? Vous avez mentionné sa santé fragile, ces jours difficiles qu'il traverse. Comment vous l'accompagnez dans cette étape-là? Comment je l'accompagne? Alors je l'appelle, je prends de ses nouvelles. Il est dans une maison de repos, donc je prends de ses nouvelles régulièrement. Voilà, on se contacte par téléphone. Je donne des nouvelles à sa famille ici, justement. Et dès que je peux, quand je prends l'avion, je m'arrête sur Paris, je vais le voir et je rentre chez moi après. Donc c'est important pour moi de continuer ce lien-là, voilà, et de l'accompagner. J'ai longtemps pensé à ce que j'allais faire. Et voilà, j'ai fait ce choix de continuer à l'accompagner et je pense qu'il en est heureux. Alors, sur la page Facebook, nous avons Askia Touré Fotamanan. Et dit à présent, vous avez retrouvé votre père. Est-ce que vous avez cherché à savoir s'il a d'autres enfants? Si oui, quels sont vos rapports avec eux? Alors, bien sûr, et donc j'ai ma petite sœur et il a eu un autre enfant avant nous qui est décédé malheureusement. Donc, il a eu 3 enfants. Donc, il n'en a pas eu d'autres. Et donc, nous étions 3 à la base. Donc, et voilà. de très bons rapports. Alors, le grand, je ne l'ai pas connu, bien sûr. Et la petite sœur, oui, on a de très bons rapports ensemble. Vous avez des plans ensemble, comme on dit à Dijon? Ouais. Très copine. Ok. Ça fait 25 ans que vous cumulez, 25 ans de carrière dans le secteur des meubles et de la literie. Ouais. Je pense que vous avez peut-être sûrement eu une expérience à partager avec nous. Déjà, c'est quoi une bonne literie? Alors, une bonne literie, c'est une literie dans laquelle on se sent bien. Parce qu'il est important aujourd'hui vous voyez, on parle beaucoup de santé. Et la literie, bien dormir, c'est primordial pour la santé. On passe 8 heures par jour dans son lit. C'est l'endroit de la journée où on passe le plus de temps. Donc, il est important de bien dormir. Donc, pour bien dormir, il faut venir choisir sa literie dans un magasin spécialisé. Donc j'ai un magasin spécialisé, donc j'ai pris une marque, une enseigne française et internationale. On ne signera pas de marque, mais internationale qui justement allie les produits français avec les produits ivoiriens. C'est aussi important pour moi qu'il y ait de très bons produits ivoiriens. D'accord. Mais quels sont les critères qui doivent guider le choix du client lorsqu'il vient dans un magasin pour choisir un lit ou un matelas, etc. Et tout les critères, c'est donc le choix. Donc parmi ce choix-là, il essaye plusieurs. Moi, j'ai 24 matelas différents. Donc il essaye 24 conforts différents. 24 conforts différents. Okay, donc voilà, les conforts sont pour tout le monde. En fait, tout le monde arrive à trouver son confort, du plus ferme au plus souple. Voilà, donc on s'adapte en fonction de sa morphologie. Parce qu'ici en Afrique, on est tous très cambrés. Et il est important que ce soit le matelas qui s'adapte au corps et non le corps au matelas. Alors je sais qu'ici, on a l'habitude de dormir sur du caillou. Et j'apprends aux gens petit à petit à avoir des matelas, à essayer des matelas beaucoup plus confortables tout en étant bien ferme et à vraiment écouter son corps et son sommeil. C'est aussi donc vous conseillez les clients en fonction de leur morphologie, de leur masse. C'est-à-dire que si quelqu'un fait 100 kg, on ne va pas lui proposer la même chose que quelqu'un qui fait 50 kg. Puisqu'il faut une résilience. C'est-à-dire M. Joseph Ondiou n'aura pas le même matelas que Dr Philo qui est plus léger. Et pourquoi moi? Alors, on ne sait jamais, sauf qu'ils dorment ensemble, mais sinon, ils n'auront pas forcément les mêmes besoins non plus. Et il y a des gens qui vont très bien dormir partout. Et puis il y a d'autres personnes qui, voilà, c'est-à-dire que aussi les années venant, on a de plus en plus de problèmes de dos et avec l'âge, voilà, dépassé une quarantaine d'années, on commence à avoir des soucis de dos, même des fois avant. Et donc c'est vrai que souvent je préconise aussi un peu le ressort parce que le ressort pour les gens qui ont tendance à avoir mal au dos, c'est vraiment un soutien par rapport à mais la mousse est bien aussi. Ça, mais vous pouvez moi me conseiller un matelas sur lequel par exemple moi je ne me sens pas à l'aise. Par exemple, moi par exemple, je ne sais pas, mais moi j'aime plus sur les matelas où quand tu te couches comme ça dessus là,
Puis tu vois, avec moi, je peux faire plus ça, en fait. Ouais, c'est le ressort qui fait... Voilà. J'aime plus du tout. Bon, j'adore ça. Voilà, alors vous venez Attention, chez il faut moi. un matelas, pas un tremplin. Voilà, alors vous venez chez moi, vous les essayez, mais vous ne montez pas dessus. D'accord. J'aime pas assez de bruit parce que je suis... Voilà. Au bout de combien de temps, Madame Marie-Pierre Bousquet, faut-il changer son lit Voilà. ou sa literie? Alors, il est important, voilà, il y a des consignes d'hygiène pour la literie, c'est-à-dire tous les jours tirer ses draps, ouvrir sa fenêtre et aérer sa chambre pour que l'air soit recyclé, ça c'est très important. Et il faut changer sa literie tous les 10 ans. Tous les 10 ans, voilà. D'accord. Quelles que soient les matières. Quelles que soient les matières. Il y avait un proverbe qu'il disait il y a quelques années, c'était un dicton enfin, de la literie européenne qui disait « Passer 10 ans, un lit n'est plus un lit mais un délit ». Voilà, donc malheureusement c'est vrai. Ce sera un délit de notre part de ne pas faire passer la pub, vous le savez. Allez, on se retrouve tout de suite, mesdames et messieurs, pour la seconde partie de cette émission où on vous réserve un chapitre spécial coronavirus. Vous allez apprendre beaucoup de choses et on va répondre à vos questions les plus pertinentes. A tout de suite. Encore plus grand. Le Melco Extra, maintenant en format 1 litre. Nouveau. Planète. American Cola. Bubble Up. En bouteille 1 litre. À découvrir dès maintenant pour seulement 500 francs. Pour encore plus de plaisir. Un produit MBCI. Yesterday give me away. Yeah. I got the power. Oh. Pourquoi vous n'aspirez pas au travail? Je n'ai absolument pas envie d'aller travailler. Je suis très bien comme ça avec moi-même. Tu t'attendais pas à ça du tout? Pas du tout. C'est la meilleure émission, tout le monde regarde samedi. Et voilà, merci d'être de retour toujours en studio et en direct pour nous suivre. C'est Midi, l'émission qui raconte vos histoires, toutes vos histoires. Celle de Madame Marie-Pierre Bousquet est aujourd'hui à l'heure du jour, voilà, on va dire à l'affiche. Ça a été un plaisir de vous avoir suivis sur 2 épisodes, hier et aujourd'hui. Une belle histoire, 45 ans pour retrouver papa. Voilà. Et je me rappelle du prénom, ça y est. Ah, il est de retour, enfin. Le prénom africain. Voilà, Zakei. 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 D'accord. Oh, Zakei. Zakei. Zakei, ça c'est un prénom, ouais, je vois. Ça veut dire tolérance. Ça veut dire tolérance en BT. Non, mais vous êtes sérieux ou pas? D'accord. Alors, Madame Marie-Pierre Bousquet, on va évoquer la pandémie, le coronavirus dans un petit moment avec un spécialiste qui va nous rejoindre en plateau, mesdames et messieurs. Mais avant, vous-même, comment est-ce qu'aujourd'hui vous prenez vos mesures à la maison, les gestes barrières pour vous protéger et protéger aussi les vôtres? Oui. Alors, à la maison, c'est... quand je sors, c'est des gants, un masque. Quand je rentre, j'enlève les gants, j'enlève le masque. Et je pense bien à nettoyer mes clés de voiture, le téléphone portable, l'ordinateur, les poignées de porte. C'est les choses les plus essentielles puisqu'on n'y pense pas, mais c'est ce qu'on touche toute la journée. Donc ça. Et puis aussi, quand je touche de l'argent, je me lave les mains après. Parce que l'argent, ça peut être peut-être un petit vecteur aussi. Voilà. D'accord. Et je sais que certaines personnes se posent aussi des questions à ce sujet, donc on aura des réponses pour vous dans un petit moment. Vous pourrez peut-être avoir l'image déjà chez vous à la maison. Monsieur Ouattara Anzoumana, biologiste et qualiticien, président de l'ONG La Qualité pour tous, tous pour la qualité, sera tout à l'heure avec nous en plateau, à votre place. Donc le temps de vous remercier encore une fois. Vous avez quelques remerciements à passer avant de me dire au revoir? Oui, donc notre entretien s'achève. D'accord, merci. Donc j'aurai des remerciements à faire à 2 familles, la famille de Fanny et de Modeste qui me soutiennent sur la Côte d'Ivoire depuis que je suis arrivée et qui m'ont soutenue moralement, professionnellement et sur ma quête de recherche. Je fais de gros bisous à mes enfants, Luther et Marcus, à mon mari. On se retrouvera bientôt.
Et quand tout sera fini, on va se retrouver. Je vous fais de gros bisous et aussi une dédicace aux Amis pour la vie. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci Madame Marie-Pierre Bousquet, on embrasse papa et on lui envoie tous nos voeux de meilleure santé. Voilà. Ok. Vous avez été très gentil. Merci beaucoup. Allez, comme promis, on va juste prendre quelques minutes. On va aller très rapidement. Le temps de permettre à notre spécialiste, parce qu'on l'a annoncé déjà en ouverture d'émission, vous allez faire un petit mot, partager avec nous une petite actu cinéma, Corona. Oui, en fait, moi j'ai regardé. Alors, Corona ou Clap? Je ne sais pas, vous avez dit Corona cinéma Corona, c'est ça que vous avez dit? Non, c'était en fait, j'avais fait mon petit top 3 et puis j'avais une petite vidéo comment bien se laver les mains aussi. Bon, allons-y alors. Alors, si on peut, avec la complicité de la régie, la petite vidéo. Grâce à moi, c'est Clap Média. Ok, Jean-Michel. Donc, mon top 3 pour commencer, c'est le film de Steven Soderbergh. Est-ce qu'on peut balancer la vidéo, s'il vous plaît, sur comment bien se laver les mains? C'est pas grave. Petit aléa du direct. Voilà, une vidéo didactique très utilitaire. Merci beaucoup de nous avoir ramené cet élément-là, ma très chère. Ça prépare le terrain à l'arrivée de M. Ouattara Anzoumana, je le disais, biologiste, qualiticien, président de l'ONG La Qualité pour tous et tous pour la qualité. Vous avez remarqué, mesdames et messieurs, que depuis un moment, nous avons changé le dispositif de cette émission pour entrer en phase avec cette pandémie, l'actualité de cette pandémie, le coronavirus. Donc chaque jour de la semaine, nous vous réservons un moment d'entretien avec notre spécialiste commis pour l'occasion, qui répondra à toutes vos questions sur le sujet. Paulus Agathon se charge de les récupérer sur nos différentes plateformes et nous les répercutons ici et nous associons aussi d'autres questions qui reflètent vos préoccupations, vous permettent d'en savoir davantage sur la question. Alors Jean-Michel, c'est l'occasion de rappeler que hier nous avons eu 3 nouveaux cas de personnes testées positives au coronavirus, ce qui porte désormais le nombre à 168 cas, avec notamment les 6 cas de guérison et le décès malheureux d'une personne il y a quelques jours. Et donc les internautes sont nombreux à se poser des questions. On a pu tirer entre autres celle de Huguette Rachel qui dit bonjour à toute l'équipe. Moi je voudrais savoir, quand une personne est contaminée, est-ce que c'est seulement par la toux ou l'éternuement qu'elle peut transmettre le virus, ou bien quand elle parle aussi, le virus peut se propager? Monsieur Ouattara Anzoumana, bonjour, merci d'être là. Et la première question tout de suite, sans tarder. Merci, bonjour. Je pense que la question nous ramène au mode de contamination. La personne veut savoir si c'est seulement en éternuant, en toussant ou en parlant. Ces 3 gestes nous ramène à la barrière qu'on demande de faire en portant les masques pour éviter que les gouttelettes sortent soit par la bouche en toussant, soit par les narines ou alors en parlant également, les gouttelettes peuvent sortir. Mais ce n'est pas seulement dans ces 3 cas, puisque ça relève de la contamination directe, ça veut dire que la personne émet ces gouttelettes-là, vous êtes en face. C'est-à-dire, d'abord, cette question nous met en face de 2 gestes qu'on nous demande d'observer. C'est-à-dire, la personne n'a pas porté de masque. Elle émet ses gouttelettes. Vous êtes à moins d'1 mètre. Et vous êtes en face. Vous allez recevoir ces gouttelettes-là qui contiennent, en fait, une charge virale, ce virus, et qui va soit passer par les narines, par la bouche, ou par les yeux pour vous infecter. Donc, mais ce n'est pas seulement le cas. Pourquoi on évite aussi, on dit de ne pas se mettre en contact avec d'autres personnes. Parce que la personne mettant ces gouttelettes-là
peut les recevoir dans sa paume. Parce que bien souvent, on a l'habitude d'éternuer soit dans les paumes. Et donc, si vous n'avez pas pris directement ces gouttelettes par les voies que j'ai indiquées tout à l'heure, vous pouvez par le contact, si la personne a ces charges-là dans la paume, par le contact, prendre une charge virale dans la paume également, et en faisant un geste vers votre visage et prendre également la contamination. D'accord. Autre question? Oui, celle de Cédric Aouli qui dit « Je voudrais savoir, lorsqu'une personne contaminée tousse ou éternue dans un lieu public et que le microbe est dans l'air, est-ce que toutes les personnes qui vont passer dans ce lieu avant que le virus meure seront contaminées à leur tour ?» La question nous ramène un peu à la précédente, les barrières. C'est-à-dire là également, on a un problème parce que la personne est supposée ne pas avoir mis de masque pour que ces gouttelettes, ces projections-là puissent se retrouver en l'air. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière. Oui. Mais en même temps, c'est une inquiétude. C'est-à-dire, est-ce que le virus circule dans l'air? Parce que, bon, écoutez, peut-être avant que je n'arrive, il y a quelqu'un qui a peut-être à 1 minute à tousser. Oui. Et moi, je passe par là, sans protection. Il tombe à terre. Qu'est-ce qui se relève? Moi, j'essaie de transmettre l'inquiétude de notre internaute. Oui, est-ce que le virus circule dans l'air au point où, en passant par là, je peux aussi être contaminé? Non, comme vous le dites, on dit bien que le virus ne se déplace pas. Ça dit que la personne a émis ses gouttelettes, mais c'est pour ça qu'on dit d'observer la distance d'1 mètre. Ça dit que la projection va se faire sur le sol. Et à partir de ce moment-là, vous qui venez passer, le virus ne va pas passer par vos pieds, monter pour venir à... Parce que le virus ne se déplace pas. Donc, dans ces conditions-là, vous n'êtes pas exposé. Et en plus, si vous respectez la distanciation d'1 mètre, vous êtes à l'abri. Alors, toujours dans le même sens, la déjection, est-ce qu'elle va directement au sol ou elle reste en l'air? Non, justement, elle ne reste pas en l'air parce que c'est un parasite qui ne vit pas en l'air. Ce n'est pas son lieu d'habitation. Voilà, quand il a été projeté, il va descendre. C'est comme le crachat. Lui, il est contenu dans ce qu'on émet. Le virus ne se déplace pas seul. Il sort par les gouttelettes parce que vous avez éternué, c'est les gouttelettes qui vont contenir le virus. Donc, seul le virus ne se déplace pas en l'air. Il a besoin bon, on dit, quand on parle de parasites, pour pouvoir infester. C'est pour ça que c'est dans l'homme qu'il arrive à faire les dégâts. Parce que dehors, il n'est pas dans un milieu où il peut se développer et puis évoluer pour contaminer. Alors, donc le virus ne se déplace pas. Moi, je veux savoir rapidement, est-ce qu'il y a une différence entre une toux, quelqu'un qui tousse par exemple, qui est contaminé, qui a le virus, et quelqu'un qui fait une toux normale? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux toux-là? Souvent, nous, on tousse, ça fait boum, 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 boum. Quand tu fais ça même, on dit ouh, corona au quartier là-bas. Non, une toux normale et puis une toux de quelqu'un. Justement, puisque vous ne pouvez pas savoir, vous toussez, c'est une toux. Mais vous ne pouvez pas savoir si vous êtes déjà infecté ou pas. Donc, la barrière, il faut la respecter. Il faut porter. Quand vous toussez déjà, il faut vous protéger pour éviter de contaminer les autres. Parce que le problème, cette lutte-là, elle est à la fois individuelle et collective. Ça veut dire que ce que nous, au niveau de notre OSG, nous faisons quand nous partons vers les populations, dans les gares routières, dans les marchés, pour la sensibilisation. Au niveau la sensibilisation, il faut que, pendant que vous observez tous ces gestes barrières, il faut interpeller vos voisins, vos frères qui ne le font pas. Parce que si vous vous protégez seul et que les autres s'en vont se faire contaminer par personne interposée, il va sans dire que un jour ou l'autre, vous allez prendre le virus. La preuve, la maladie a commencé en Chine et le virus se retrouve pratiquement sur tous les continents. Et c'est par personne interposée que... C'est pour ça les barrières, les gestes barrières faut les respecter. Sont pour rompre la chaîne de contamination, parce que c'est une chaîne de contamination. Okay, alors, moi, en tout cas, alors, moi, j'ai un petit problème. C'est que... je vais m'expliquer. Je me lave les mains. D'accord, je m'essuie les mains. Et tout de suite après, je suis obligée de toucher le poignet de la porte pour sortir
de la douche ou des toilettes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Comment je fais à ce moment-là? Est-ce que je dois, dès que je finis de me laver les mains, je dois mettre des gants? Ou bien maintenant, on est obligé de protéger tout ce qui est porte, poignée, etc. Très bien. D'abord, c'est à vous. Vous pouvez, pour éviter de toucher le poignet, vous pouvez prendre, peut-être, ouvrir avec une serviette, un mouchoir propre pour ouvrir. Et vous évoquez en même temps le port des gants. Ça fait partie, depuis quelques jours, nous sommes dans les gares, dans les marchés, pour dire que nulle part, je pense que nous, en tant qu'ONG, nous venons appuyer l'action du gouvernement, les mesures arrêtées par le gouvernement. Nulle part, on a dit qu'il faut porter des gants pour se préserver de ce virus-là. Parce que le danger que les gens courent, c'est quoi? Quand vous allez dans les gares, dans les marchés, mais tout le monde porte des gants. Oui. Mais il faut savoir pourquoi. En fait, le problème, c'est qu'on explique aux gens le port des gants. C'est pourquoi tu protèges la main ou bien tu te protèges. Parce qu'on fait tout avec les gants. On prend le portable avec les gants. On met même la poche, la main dans la poche avec les gants. Et puis, je vous dis, avant-hier, on a dû sensibiliser une dame qui mangeait même avec les gants. Avec les gants, une banane braisée. Avec les gants? Oui. Donc, nulle part, on a conseillé à quelqu'un de porter les gants. Les gants, laissez ça aux agents de la santé. Ils ont été formés, ils savent comment il faut porter les gants, pourquoi ils portent les gants et comment il faut les enlever. Parce que quand ils les enlèvent en plus, c'est encore un autre problème. Il y a une manière d'enlever les gants même, aussi. Et puis la main même qui n'a plus le gant, attrape l'autre gant qui est sale pour tirer. En ce moment, vous prenez encore tout ce qui est sur l'autre gant qui est sale. Vous faites bien de le dire parce que tout le monde est devenu gangster aujourd'hui. Oui. On a tous des gants. Non, là, il faut décancériser. D'accord. Mais ce que je voulais dire, il faut que les populations suivent l'exemple des agents de la santé. Depuis que ce virus est là, c'est grâce à eux qu'on arrive à voir, on a fait les tests, tout ça là. Eux, ils sont plus exposés, ils travaillent sur les virus. Mais s'ils ne respectaient pas les mesures qu'on leur dit d'observer, mais ils allaient être tous infectés. Tout à fait. Alors, enfin, docteur Ouattara, si c'est bien ça? Oui, docteur Ouattara. Alors, comment désinfecter? Parce que Cassandra avait évoqué les poignées de porte, de voitures, enfin, si vous voulez, même de maisons, etc., de toutes les pièces qu'on peut imaginer. Comment les désinfecter correctement? D'accord, notre petite Est-ce que c'est utile de le faire aussi? Oui, c'est effectivement, parce que les gants dont on parle, les gens vont partout dans les bureaux avec ces gants. Ils touchent les poignets, à la maison, les poignées des portes, ils touchent tout avec ces gants sales. Donc, ce que on utilise dans la plupart des laboratoires d'analyse ou bien de choses, c'est un peu d'eau de javel diluée. Dilué à... Parce que l'eau de javel, on a 12 degrés, 8 oui, degrés. 12 degrés. Bon, on peut expliquer peut-être rapidement. Si vous prenez d'abord 12 degrés, l'eau de javel 12 degrés, vous prenez, si c'est un verre, vous prenez un verre d'eau de javel pure que vous mettez dans un récipient. Et quand vous avez mis ce verre d'eau de javel pure, vous complétez avec 9 verres d'eau, avec le même récipient. Vous ne changez pas. Ça dit une fois l'eau de javel pure et puis 9 fois de l'eau. De l'eau pure. Vous obtenez ainsi une dilution au 10e. Et avec cette solution-là, vous pouvez imbiber, prendre du coton, pour nettoyer ces poignées dont on parle, parce que c'est efficace sur les virus, les bactéries et les champignons. Est-ce qu'on peut utiliser cette technique pour désinfecter un micro? Oui, bon, peut-être que oui, ça peut, mais c'est l'effet corrosif qui peut être évité. Parce que le javel, ça blanchit. Oui, au fur et à mesure, ça peut, mais... Donc vous nous conseillez quoi, par exemple, pour un microphone? Bon, pour les microphones, je crois qu'il y a d'autres gels, d'autres produits
produit, je crois, à base de, on dit, amnios ou quelque chose comme ça. Hier, j'en ai vu dans le bureau de M. Traoré. Ici, on prend toutes les mesures. Voilà. Donc ça convient à vos appareils. D'accord. Jean-Michel, s'il vous plaît, une dernière question. Est-ce que le vinaigre blanc est efficace aussi pour désinfecter? Non, je n'ai pas encore vu. Puisqu'on utilise le vinaigre blanc pour faire le ménage des fois. Non, c'est pas... Comme je dis, nous parlons des choses que nous pratiquons. Voilà, ça c'est l'eau de Javel diluée au 10e. C'est ce que, en tout cas, on utilise dans la plupart des laboratoires. Pour toutes les surfaces inertes, c'est-à-dire votre bureau, vous pouvez utiliser... D'accord. Alors je vais te poser une question qui peut paraître franchement en griffe, un peu... peut-être... On dit souvent qu'il faut poser des questions bêtes pour avoir des réponses intelligentes. Alors, est-ce qu'il y a un risque de se contaminer lorsqu'on garde les vitres de sa voiture ouvertes en conduisant enfin, dans toutes les rues d'Abidjan? Bon, ça revient un peu à, je crois, à l'une des questions. Oui, mais c'est fait exprès parce que... Voilà, oui, effectivement. Le virus, il ne se déplace pas. D'accord. Il ne va pas vous pourchasser dans votre voiture pour aller vous infecter. Donc, franchement, il faut qu'on comprenne les mesures barrières. Que si on dit de porter le masque, c'est pour éviter que directement vous preniez les gouttelettes émises par quelqu'un qui est infecté, qui tousse ou qui éternue, qui parle. D'accord. Donc c'est pas utile pour ceux... On voit souvent des conducteurs enfin, au volant de leur véhicule, vitre fermée, climatisation à l'intérieur et casque aussi. C'est too much? C'est un peu trop? C'est pas utile? En tout cas, oui, comme vous le dites, too much, so much. C'est pas, j'allais dire, nécessaire. Puisque d'abord, dans le véhicule, si vous êtes seul, bon, il n'y a pas de 1 mètre à respecter. Avec qui? Donc vous êtes seul dans le véhicule, ce n'est pas nécessaire de porter le masque. Et puis de toutes les façons, vous allez descendre. Vous n'allez pas rester à vie dans cette voiture-là, vous allez descendre. Tout à fait. D'accord. Je crois qu'on a une image, je vais vous montrer une image. Est-ce que cette image-là répond aux mesures, aux normes sanitaires? Il y a un chauffeur de Baka, je crois l'image va venir. Alors c'est une image où on voit un véhicule avec un récipient. Voilà, un véhicule de transport. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais la régie n'est pas très réactive depuis le début de cette émission. Le gars, il a... Voilà. Et donc, au-dessus du véhicule, il y a un récipient avec de l'eau et du savon. Alors, docteur, est-ce que ça, là, ça répond aux normes sanitaires? Les Bakas ont créé pour... J'ai du mal à voir. Non, voilà, il a son truc ici. Hein. Mais c'est pas mal comme idée. Ça descend, voilà. Son robinet est là. Ça veut dire avant de monter dans le véhicule. Bon, là, je ne sais pas si l'apprenti va s'arrêter là pour crier à bobo encore avec le crachet encore dans le... Le fil rouge, c'est quoi ça? Non, c'est pour nous indiquer, en fait. C'est pour permettre de faire attention à l'objet. Mettre l'accent sur le... Ici, c'est le robinet. Là, vous avez tout le conduit qui mène jusqu'à la citerne en haut. Il y a une citerne bleue. Voilà. Je ne sais pas c'est quelle eau qu'il y a dedans, mais en tout cas, c'est peut-être de l'eau pour laver les mains. Bon, la question que je voulais poser, là où ils ont mis le savon? Bon, parce que c'est pas l'eau seulement. Ça donne dans la poche de l'apprenti. Là, c'est que ça ne répond pas aux normes. Parce qu'il faut se laver les mains. On n'a pas dit de se rincer les mains. Il faut les laver. Et pour bien laver les mains, il faut avoir du savon. D'accord. Et là, j'ai... Mais est-ce que l'idée, elle est géniale ou pas? Déjà bon, déjà c'est mauvais puisque ça ne respecte pas les normes. Il n'y a pas prévu de savon. Merci beaucoup. On part pour la pub avant la fin de cette émission, mesdames et messieurs. D'accord, allez, on change avec vous rapidement, on va terminer. Votre petite conclusion parce que l'émission est déjà terminée. D'accord, merci bien. Je voulais dire que, en tant qu'ONG, notre action s'inscrit dans l'appel qu'a lancé le président de la République pour vraiment sensibiliser au maximum les populations. Parce que le remède qui existe présentement, c'est les barrières, les gestes qu'on a édictés. Il faut qu'on les respecte avant de penser à un médicament. Parce que, vous voyez, en respectant ces mesures-là, on évite de tomber malade. Mais en passant à un médicament, ça dit que c'est comme si on accepte déjà de tomber malade. Parce que si tu n'es pas malade, tu ne vas pas aller prendre un médicament ou bien... donc, pensons à ne pas contracter la maladie en respectant ces mesures barrières. Ouais. Il y a le préventif et le curatif. Déjà, meilleure prévention, c'est le respect des gestes barrières. Je voudrais profiter vraiment pour remercier la RTI. Parce que d'abord, la spontanéité avec laquelle on a été reçu. Et surtout le dispositif à l'entrée
qui respectent. Merci beaucoup. Ici, on est très rigoureux en matière. Merci beaucoup, monsieur Ouattara Anzoumana, biologiste et qualiticien. Merci aussi. Nous saluons toute votre ONG. La qualité pour tous et tous pour la qualité. Allez, bonne journée à tous, mesdames et messieurs, et à demain avec Caroline Da Silva jusqu'à la fin de la semaine. Merci beaucoup, l'équipe. Au revoir. Bonne journée. C'est bon de le préciser.